Stop Fresh Morning. Stop Fresh Morning. Avec Mosley ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Mosley, on va parler de quoi? Ce matin, on va parler de l'enquête qui se déroule actuellement au sein de l'université Omar Bongo. Vous savez que, enfin, du moins, la population est certainement au courant de ce qu'il y a aujourd'hui l'ouverture d'une enquête du parquet après la saisine du ministre Nkeya Nzige, qui est le ministre de la promotion de la bonne gouvernance et qui, effectivement, a introduit une requête auprès du procureur pour pouvoir plus ou moins engager des poursuites à l'encontre des anciens dirigeants de l'université Omar Bongo, et cela part de l'exercice 2014-2015, dont l'année scolaire 2014-2015 ou l'année académique 2014-2015 à l'année 2020. Et vous savez que tout cela, quand même, si on doit présenter la situation, c'est que on est parti d'une première lettre de cadrage qui avait été adressée au recteur de l'université Omar Bongo par le coordinateur des affaires présidentielles, et dans laquelle il est demandé à ce que ce dernier puisse respecter les décisions prises en Conseil des ministres, notamment par le respect des décrets pris par le président de la République, parce qu'il y avait eu en novembre, lors d'un Conseil des ministres, des nominations des personnes au sein de l'université Omar Bongo, mais par la suite, le recteur n'a pas tenu compte de ces nominations-là faites par, évidemment, la présidente de la République à l'issue du Conseil des ministres. On s'en souvient, il avait une mise. Voilà. Et lui, il avait décidé de prendre des arrêtés qui nommaient d'autres personnes aux fonctions qui devaient être celles de ceux qui avaient été nommés en Conseil des ministres. Et dès cet instant, tout est parti très vite parce que le coordinateur des affaires présidentielles avait évidemment adressé cette correspondance au ministre de l'enseignement supérieur, qui évidemment a fait sûrement suivre le courrier au recteur. Et par la suite, tout le monde se rappellera qu'au mois de février 2020, on a enregistré la démission du professeur Marc-Louis Ropivia de la tête de l'université Omar Bongo. Et dès cet instant, on se disait qu'il y avait déjà quand même des suspicions qu'il y aurait peut-être des poursuites qui pourraient être engagées, notamment concernant la gestion même de l'université. Mais on n'avait pas encore une idée de ce qui pourrait constituer les mobiles qui engageraient l'État à poursuivre sa gestion, du moins lui et son équipe, parce qu'aujourd'hui, finalement, on est informé de ce qui se passe. Et je crois que Gina a commencé par vous présenter la situation, les charges en début de matinée. Et ce qui est dit là-dedans, c'est que le ministre de la promotion de la bonne gouvernance, de la lutte contre la corruption et l'évaluation des politiques publiques, Francis Nkeya Nzige, a saisi le procureur de la République près du tribunal de première instance de Libreville pour l'ouverture d'une enquête pour des faits de détournement présumé des deniers publics, corruption et enrichissement illicite. Donc dans le cadre de la présomption. Non, il n'y a pas concussion. Oui, on est dans le cadre de la présomption. Dans le cadre de la présomption. Ah, voilà. Parce qu'il y a... Il ne faut pas donc déjà dire que Marc-Louis Ropivia est poursuivi ou quoi que ce soit. Non, on est encore qu'à l'enquête. Ça, c'est ce qu'il a indiqué dans la saisine qu'il a faite auprès du procureur. C'est qu'il y a présumé détournement des deniers publics. Donc, on présume. À la fin de l'enquête, on saura si ça a été fait. Si c'est avéré ou c'était juste une simple présomption. Exactement. Mais n'empêche que quand on parcourt un tout petit peu la dite saisine, il se trouve que ce qui est reproché plus ou moins à Marc-Louis Ropivia et à ses équipes, c'est d'abord la première chose, c'est qu'il a eu à faire un contrat avec un opérateur mobile de la place pour les inscriptions à l'université Omar Bongo. Vous savez que les inscriptions à l'université Omar Bongo ont toujours été un problème pour les étudiants, notamment lorsqu'il fallait être dans les délais. Et on a fait, du moins l'université a pensé, le Marc-Louis Ropivia en arrivant à l'université Omar Bongo a pensé, dès l'année académique 2014-2015, de mettre en place un mécanisme qui ferait que les étudiants ne paieraient plus par la présence physique, n'étaient plus obligés de se présenter physiquement pour le paiement dans les services du Trésor qui sont dans l'enceinte de l'université Omar Bongo, mais pouvaient le faire via les plateformes de mobile banking, notamment Airtel Money. Et dès cet instant, on lui reproche certainement d'avoir fait ce contrat-là et de la gestion qui en est suivie. Parce que vous savez quand même que quand on fait des inscriptions
au niveau de l'université, et du moins dans les grandes écoles ou les universités du Gabon, le principe est que ce sont les services du Trésor qui est la charge de collecter cet argent-là et de pouvoir l'inscrire dans le compte qui appartient à l'université au sein du Trésor public. Maintenant, quel était le mécanisme? C'est ce qu'il veut savoir. Quel était le mécanisme à la suite de l'inscription? Comment on faisait pour faire en sorte qu'on puisse accréditer le compte de l'université auprès du Trésor public? La première chose. Ensuite, la deuxième chose, et c'est évidemment en rapport avec la gestion même du parc, par exemple, automobile de l'université. Il lui est également reproché la disparition de 4 véhicules, notamment dédiés au transport du personnel, des bus. Et ces véhicules-là, évidemment, là aussi, ce n'est pas une information récente parce qu'il y a encore quelques temps, on avait fait état de cette situation qu'il y avait 4 bus qui manquaient à l'appel en ce qui concerne le transport du personnel de l'université Omar Bongo dès le lendemain même de la démission du recteur, parce qu'il fallait qu'on trouve ces bus-là. Ça y va du bon fonctionnement de l'établissement. Ensuite, ce qui ressort, c'est que finalement, dès déjà le début de l'enquête par la brigade financière de la police judiciaire, il se trouve qu'il y a déjà eu quelques preuves qui vont dans le sens de pouvoir, par exemple, nous situer sur la gestion du parc automobile. On a retrouvé, non seulement entre les mains du recteur, mais également de ses équipes, donc aussi bien de l'administration de l'université que du rectorat et des départements, 22 véhicules. Et ces 22 véhicules étaient en leur possession. Alors que, plus ou moins, il y a eu des changements au niveau de l'université Omar Bongo en ce qui concerne les directeurs de... Mais ils n'avaient pas encore eu le temps de faire la passation. Les directeurs des départements. Oui, la passation de charges. Je te passe à la fois les charges, mais je te passe aussi les véhicules, les rideaux, les trucs comme ça. Tu es allé à l'université ces derniers temps. Je ne crois pas. Vous roulez même avec les véhicules là-haut. Dans l'université, il y a la route là. Mais il y a des gens qui vont même à l'intérieur du pays avec des véhicules de fonction. Mais bon, là n'est pas le problème, c'est qu'on a retrouvé 22 véhicules en sa possession et ces véhicules ont été évidemment récupérés par la police judiciaire, notamment sa brigade financière et par une digression, je pourrais dire que moi aussi j'ai été agréablement surpris de voir un chef de département que je connaissais qui passait par là et qui n'avait pas de véhicule, il marchait. Donc, j'ai directement fait le rapprochement. Ensuite, il y a le fait qu'il y a également 2 véhicules qui ont été retrouvés. Donc, en dehors des 22, il y a 2 autres véhicules qui ont été retrouvés au domicile du recteur. Tu lis ça? C'est dans les informations, c'est disponible un peu partout maintenant, aussi bien sur les sites d'information que dans le quotidien L'Union de ce matin. Ah, d'accord. Donc, il y a 2 véhicules qui ont été retrouvés au domicile du recteur de l'université. Et à la question de savoir que faisaient ces 2 véhicules dans sa concession, ce dernier a répondu qu'il s'apprêtait à les réformer. Bon. Tout le monde connaît un peu cette histoire de réformer les véhicules de l'État au Gabon. Et je crois que ça aussi, ça devrait faire quand même l'objet d'une communication de la part du gouvernement pour savoir comment on fait pour, on va dire, réformer un véhicule qui a appartenu à l'État et qu'on veuille en faire un bien personnel ou que l'État veuille peut-être le donner en récompense ou je sais pas, à X ou Y qui a quand même pu le servir pendant un bon moment. Est-ce que l'État est même au courant qu'on est en train de réformer? Est-ce que l'État est même au courant? Alors que, en réalité, cette procédure-là, elle doit normalement se faire au niveau du ministère de l'Économie et des Finances. C'est là-bas qu'il y a une direction qui s'occupe de ce type de questions et il vous souviendra qu'il y a quelques temps encore, il y a peut-être 2 ou 3 ans, je crois en 2018, il y a eu une opération où le patrimoine, qui est une direction du ministère de l'Économie et des Finances, demandait à ce qu'il y ait le retour des véhicules de l'État pour identification. Et chacun a eu à vivre cette opération, même si à la fin, on sait il y a eu des retours, il y a eu des gens qui ont ramené les véhicules, mais il y a aussi eu on n'a pas réellement communiqué sur la finalité qui en découlait de cette opération-là. Mais voilà, 2 véhicules ont été retrouvés à son domicile, et ces véhicules-là aujourd'hui, quand même, posent problème. Ce n'étaient pas des bus? Non, ce n'étaient pas des bus. En dehors des bus. Hormis les bus et les 22 autres véhicules. Comme disent les petits au PK, hormis les way. Voilà, hormis les bus, Mais comment ils ont pu retrouver, Mais comment ils ont pu retrouver 2 véhicules à son domicile? Mais il y a eu une enquête. Quand dans le journal, ils ont mentionné qu'il y a 4 bus qui manquent à l'appel.
Maintenant, les 2 véhicules-là, ils ne manquaient pas à l'appel. Est-ce que le bus, pourquoi c'est ils pas font un déjà véhicule? comme si c'était... Mais certainement que les agents du ministère, les agents des forces de l'ordre, certainement que les agents des forces de l'ordre, donc de la police judiciaire, ont eu en leur possession le listing de tout ce qu'il y a eu comme dotation en véhicules à l'université Omar Bongo, et il suffit juste de regarder les immatriculations et puis constater qu'il y a telle ou telle marque, véhicule de telle marque, de telle immatriculation qui manque à l'appel, et puis on mène des enquêtes et on les retrouve. Je crois que c'est la procédure la plus plausible en l'état actuel des choses. Et là, il y a encore que, quand on regarde un tout petit peu ce qui se passe, c'est que il y a que l'université Omar Bongo de 2014 à 2020 aurait eu un chiffre global en termes d'inscription de l'ordre... Attends, roulement de tambour. De l'ordre de 7 milliards. Et ce sont ces 7 milliards. Au Gabon, le million n'existe plus au Gabon. Non, le million n'existe plus, hein, d'après. Ça fait longtemps que j'ai entendu million. Non, on blague plus. Si quelqu'un frappe quelque part, c'est le milliard. Milliard, du genre 1 milliard, c'est le petit niveau. Sinon, après, tu vois, ça peut aller à 600, à 300, à 7. Ça dépend de l'humeur, des tendances. Bon, là, la tendance est à 7. Donc, 7 milliards. On a dit présomption. On est dans la présomption, mais voilà. On présente on va dire quoi, les griefs, les faits. Donc, il y a 7 millions qui manquent à l'appel, qui manqueraient à l'appel dans la caisse de l'université Omar Bongo. Et je crois que c'est ce qui fait mention de l'enrichissement illicite. Parce qu'aujourd'hui, quand vous allez à l'université Omar Bongo, comparativement au train de vie d'un certain nombre de dirigeants de l'université, eh bien, vous allez remarquer qu'il y a quand même un gap. Ceux qui ont pu aller à l'université. L'université Omar Bongo aujourd'hui ressemble beaucoup plus à un terrain où il y a eu un combat de la Deuxième Guerre mondiale entre les Allemands et peut-être les Américains. On se demande si on est même encore au Gabon quand on est au sein de l'université Omar Bongo. Donc, toi, tu as vu le terrain de la guerre mondiale entre les Allemands et les Américains. Tu as vu à quoi ça ressemble? Bien sûr. Mais c'est un champ. Il n'y a pas... Déjà même tu veux dire que quand tu arrives à l'UOB, on dirait que les obus sont tombés là-bas. On appelle en anglais no man's land. Si tu as déjà eu à arpenter les artères, donc les voiries de l'université Omar Bongo, tu te rendras compte que ce que je dis, ce n'est pas une vue de l'esprit. Mais on a quand même cassé le bunker, mais il faut quand même reconnaître les choses qui se sont faites. Ça ne peut pas rester. Le bunker, c'est le Premier ministre. C'est le Premier ministre qui allait casser le bunker, donc c'est le gouvernement, c'est pas l'université. On a quand même fait un véritable plateau sportif. Il y a un très beau plateau sportif. Tu es reparti voir ce plateau sportif aujourd'hui? Tu as vu le plateau sportif de l'université? Tu es reparti vérifier son état? Des très beaux plateaux sportifs que le président a construits. Et va voir l'entretien qu'ils en ont fait. Bon, il y a quand même le restaurant universitaire, les gars. Qui n'est plus que l'ombre de lui-même. Ce n'est pas de la gestion de l'université, c'est de la gestion du CENU. Le restaurant universitaire. Donc, c'est deux entités différentes. Il y a quand même la route. Mais il n'y en a pas, Gina. Il n'y en a pas. Même Radio Campus est fermé. Les infrastructures qui sont dédiées qui devraient être maintenues par le rectorat de l'université Omar Bongo, aujourd'hui, ne sont pas c'est bon, j'ai trouvé. C'est bon, j'ai trouvé. Il y a quand même des amphithéâtres. Ils ont brûlé ça. Quels amphithéâtres? Vous parlez des bâches qui ont été installées au sein du stade de football. Il y avait des amphithéâtres en dur comme ça avec des tables bancs, des trucs à l'intérieur. Mais ça a toujours existé à l'université même avant que Maglou n'arrive. Il faut au moins se féliciter que c'est toujours là. Il y a un amphithéâtre. On aurait pu les détruire. Il y a un amphithéâtre. L'hypocrisie. Il y a un amphithéâtre que le gouvernement s'est chargé même de réfectionner, le plus grand qui est juste derrière la bibliothèque universitaire. Ça ne ressemble pas. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que... Ah voilà, il y a la bibliothèque universitaire. Oh, s'il te plaît. Donc, ce qui se passe, c'est que je vais te faire mal comme ça. Quand on y va, aujourd'hui, on a comme l'impression que la gestion même du campus universitaire n'a pas été au cœur de l'exercice, du moins des missions premières qui devaient être celles de l'équipe sortante. Donc, et pour rappel, il faut savoir que je crois qu'actuellement, il y a l'intérim. Je n'ai pas vent de la nomination des nouveaux recteurs. C'est l'intérim qui est en cours en ce moment. Donc, dès cet instant, il y a que quand vous allez à l'université Omar Bongo, on peut se poser toutes les questions en rapport avec ce qu'on fait de ce que l'université perçoit comme argent, aussi bien en début d'année par les inscriptions ou encore même des allocations budgétaires faites par l'État.
Parce qu'on ne comprend pas jusqu'à ce jour comment la plus grande université du Gabon, sinon la première université du Gabon, soit dans un état déplorable où on a... Qui paie les enseignants? C'est le gouvernement. Donc c'est l'État. Qui paie l'électricité? Tout est à la charge de l'État. Ah, tout est à la charge de l'État. Normalement. Donc maintenant les 7 milliards des inscriptions là. Mais c'est la question qu'on pose aujourd'hui. Est-ce qu'on t'a dit que c'est les 7 milliards de l'inscription? Bon, les 7 milliards que ça... Il y a l'État alloue un budget à l'université. Il y a aussi un budget au-delà des 7 milliards. Au-delà non, c'est pas les 7 milliards de l'inscription. C'est peut-être la somme cumulée de tous ces budgets qu'ils ont pu percevoir. Mais ce qu'il y a aujourd'hui, les inscriptions à elles-mêmes, seules ne peuvent, je crois, c'est de l'ordre de 1 milliard 200 000. Quand on voit un tout petit peu. Moi, je n'ai jamais touché une telle somme. Donc, je ne sais même pas à quoi ça ressemble. Tu me poses la question. Pourquoi moi? Donc, ou 45 millions, je ne sais pas exactement. Maintenant, après, ce qui se trouve, c'est que aujourd'hui, quand on regarde le visage que présente l'université au Marbon comparativement à ce que présente un certain nombre de cadres de cette institution, on est quand même en droit de nous poser la question où sont passés quand on dit que 7 milliards, ça pèse quand même 7 milliards. Avec 7 milliards, on fait beaucoup de choses à l'université Omar Bongo, si tant est que ces 7 milliards sont donnés pour la gestion au quotidien, parce qu'il faut aussi savoir que l'université Omar Bongo a un statut. De quelle période à quelle période? 2014 à 2020. Donc on a ça fait 6 ans. Il faut aussi savoir que l'université Omar Bongo a un statut d'établissement qui jouit de l'autonomie de gestion. Jouissant de l'autonomie de gestion, ça sous-entend que même l'institution elle-même peut produire de l'argent. Et on sait par exemple qu'il y a un certain nombre de structures qui sont mises en location au sein de... Il y a des bails au sein de l'université. Tout ça, c'est de l'argent qui est engrangé. Comment on gère tout ça aujourd'hui? Ces revenus-là, comment on les dépense pour pouvoir assurer le fonctionnement optimal de l'université? Si on parle du fonctionnement... on parle aussi de l'infrastructure, mais on parle aussi de la gestion des personnes. Aujourd'hui, il est également reproché à l'équipe sortante le fait que, par exemple, les primes qui étaient dévolues, par exemple, aux recherches ou encore aux études au niveau de l'université Omar Bongo, ces primes-là étaient données à la tête du client. C'est-à-dire que j'aime bien Fallon, ouais. Voilà, tu as 2 millions. Et puis, il y a, je ne sais pas, René Ruth qui arrive, je donne... Si tu me lèches les bottes... Voilà, 500 000 à René Ruth. Donc, c'était devenu presque du clientélisme. Je crois que tout ça aussi rentre dans la saisine qu'a eu à introduire le ministre Nkéan Zigué auprès du procureur de la République. Parce qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas simplement de l'université Omar Bongo. Il est très bien placé, parce que lui-même, il est enseignant d'université aussi. Exactement. C'est sa mission. Et il connaît le monde de l'enseignement, notamment du supérieur, par rapport à son grade. Et on sait également qu'aujourd'hui, ce n'est pas seulement une question de l'université Omar Bongo. L'USTM connaît les mêmes problèmes. L'université des sciences de la santé connaît les mêmes problèmes, et les autres grandes écoles, on a vu Gina parler avant hier de l'ENS aujourd'hui. Toutes ces grandes écoles-là, on a un problème de management, on a un problème de gestion de ces structures de l'État, mais il faudrait qu'à un moment donné, on arrive à une situation où on peut convenablement commencer à mettre les gens devant le fait accompli. Tu as géré, ta gestion, elle a été XY, rends-nous des comptes sur tel ou tel aspect. Et je crois que c'est de mon allo aujourd'hui que Marc-Louis Ropivet et son équipe soient traduits devant les enquêteurs, du moins le procureur de la République, pour qu'il y ait une enquête qui justifie de leur gestion. Mais comme je dis, il ne faudrait pas que ça s'arrête uniquement chez Marc-Louis Ropivet, sinon on va croire qu'il s'agit d'une chasse aux sorcières puisqu'il n'est plus là, dont on voudrait peut-être lui faire payer le prix de je ne sais XY activité qu'il aurait menée à l'encontre de XY, mais il faudrait que ça soit une situation qui devra concerner l'ensemble des établissements sous tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur, parce qu'on a besoin aujourd'hui d'une offre en termes de formation dans les universités et grandes écoles au Gabon qui soit de nature à rassurer les étudiants, mais également les parents. On nous dit aujourd'hui qu'il y a une adéquation formation-emploi. Mais cela est dû à quoi? Cela est dû à la gestion, au type de manager que nous avons. Parce que quand vous avez un manager qui est prospectif, qui s'inscrit dans le futur et qui a une vision de ce qu'on appelle l'université et qui sait
que son nom aussi doit également laisser son nom dans les annales de l'histoire, non seulement des universités, mais de l'histoire du Gabon en termes d'innovation, pour permettre à ce que les universités soient réellement des moteurs de développement pour nos sociétés, eh bien, il faudrait qu'on ait des gens qui soient à la hauteur de la confiance que les hautes autorités, notamment le chef d'État, placent en eux. Mais si on a des gens qui viennent juste parce qu'on est professeur de rang A et on se retrouve à la tête d'une université, on n'avait pas un programme plus éloquent que celui de XY. Bon, parce qu'on est bien aimé par XY, puisque le principe maintenant c'est le vote, on ne nomme plus en conseil des ministres le recteur, on le vote, et bien dès cet instant, en fonction de vos acquaintances avec les enseignants de l'université, eh ben, on en vient à vous élire. Alors que vous n'avez même pas un réel programme de développement de la structure. Et ce qui pose problème au Gabon aujourd'hui. Parce que dans toutes les entités qui sont aussi bien à l'enseignement supérieur, même à l'éducation nationale, la plupart des personnes qui viennent gérer ces structures-là, les lycées, collèges, universités, grandes écoles, n'ont jamais mis en avant le fait que c'est l'État et qu'il s'agit de travailler pour le bien-être de la communauté, mais beaucoup viennent pour se servir. Il suffit de voir comment des chefs d'établissement, comme des collèges, finissent avec, quand ils partent de là, ils vous disent, moi j'ai construit ma maison, j'ai acheté ma voiture, je me suis marié. Donc, ça devient un fonds de commerce où les gens viennent simplement pour se servir et non servir la communauté. Et je crois que de plus en plus, on doit travailler à voir au sein des institutions des gens qui ont l'amour de la patrie, des gens qui veulent réellement travailler pour le développement de la communauté. Le patriotisme. Le patriotisme. Parce qu'aujourd'hui, l'éducation, c'est le premier... on va dire, c'est même le premier levier de développement de l'État. Si l'État n'arrive pas à voir, voilà, express yourself, voilà. Grand. Si l'État n'arrive pas à avoir des bons managers, ou qu'on ait des managers qui viennent plutôt se servir au lieu de servir la communauté, eh bien on aura toujours l'environnement qu'on constate aujourd'hui au sein des grandes universités, du moins de nos universités et des grandes écoles, parce que on y est beaucoup plus pour se faire du beurre que de travailler au changement de l'infrastructure ou de la structure. Et c'est ce qui fait que quand on a des situations comme celle qui se passe actuellement au niveau du département de sociologie, où les enseignants sont accusés de monnayer les notes. Mais c'est pas une première. Personne. C'est pas une première. Moi, j'ai des preuves palpables que les enseignants font ça en sociologie. Voilà. Personne. Ça n'émeut personne. Je suis prêt à aller au tribunal témoigner. Voilà. Ça n'émeut personne. À l'heure où l'article 288 est sorti, tu as les preuves. Oui. Ah, si tu as les preuves, c'est bien. Ça n'émeut personne. Comment on peut être dans un département comme la sociologie qui est normalement un département qui... C'est de graves accusations, monsieur. Non, c'est disponible sur les sites d'information. C'est connu, c'est de notoriété publique. L'information est sortie la semaine dernière. Le département de sociologie, les enseignants commercialisent les moyennes. C'est-à-dire ils vendent les notes. C'est-à-dire ils vendent les notes, on vend les gâteaux comment? Tu viens, tu dis que je veux 20 000. Je veux 20 sur 20. Et puis, tu dis que c'est par exemple 1 million. Tu donnes 1 million et c'est bon. Voilà, c'est ça. Si tu veux, c'est ça. Tu veux présenter autrement, c'est ça. Et dès cet instant, il faudrait que nous-mêmes, nous soyons quand même, à un moment donné, quand on vous confie des responsabilités, que nous soyons quand même conséquents. On ne peut pas gérer des institutions, voir comment ces institutions finissent dans sont dans un état de délabrement avancé, et nous on se plaît parce qu'on est dans un véhicule climatisé. Le reste du monde ne nous intéresse pas. Et on s'étonne de ce qu'il n'y a pas de poursuite. Il faudrait aujourd'hui qu'on arrive à poursuivre les personnes qui ont été aux affaires et qui, plus ou moins, pour qui on a plus ou moins des suspicions de gestion et qui n'ont pas eu des bilans assez honorables, qui n'ont pas été à la hauteur des attentes. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas avoir un pays comme le Gabon qui a du mal à s'émanciper, tout simplement parce que l'offre de formation, les infrastructures elles-mêmes n'arrivent même pas à être attractives. Vous avez un élève aujourd'hui qui gagne le bac, il va vous dire non, moi je vais au Sénégal, je vais au Mali. Est-ce que ces pays-là... Le Bénin, ils vont au Bénin, au Ghana, où ils sont même parfois logés dans des structures moins nantis que les nôtres. Et à un moment donné, il faut qu'on s'interroge. Il faut qu'on s'interroge. Il faut que les gens rendent des comptes. Donc, voilà un peu la situation. Il y a un auditeur qui aller dans son sens. Il a dit que l'UOB ressemble à la plage du débarquement. Le débarquement de Normandie. Voilà.
Merci Mosley qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, dans Luda Fresh Morning, le réveil matinal de la capitale, sur la radio de la capitale. René Ruth aussi est avec nous ce matin. René Ruth, bonjour, comment tu vas? Stop Fresh Morning.